Très bien. Suite à des questions annuelles que l'on me pose, première question de cette deuxième série, il y en avait, je les groupe, hein. Pourquoi tu ne fais pas tes vidéos dans la nature? Pourquoi tu ne mets pas plus de qualité dans tes vidéos? Pourquoi tu n'achètes pas un micro, etc. Parce que j'en ai rien à foutre de la qualité et que je fais les choses à l'arrache parce que c'est le seul le moyen pour moi de trouver du temps. Si vous n'êtes pas intéressé par le contenu, d'ailleurs si vous n'êtes pas intéressé du tout par une vidéo, ne les écoutez pas. Bon. Euh, Maintenant, effectivement, on pourrait augmenter la qualité, investir un petit peu de temps, etc. Mais j'ai pas de temps. J'ai vraiment pas de temps. Donc déjà, et c'est une des raisons pour laquelle je vais diminuer la fréquence des vidéos, et que celle-ci est la dernière session de questions-réponses, j'ai déjà significativement baissé le nombre enfin même les conférences que je fais, certainement en France, je crois que le message est passé. C'est à vous de faire le boulot, c'est à vous de partager les vidéos qui ont déjà été faites, c'est à vous de partager les vidéos des conférences, c'est bien pour ça que je les ai filmées, c'est pour que l'information puisse circuler, c'est à vous de réfléchir, c'est à vous d'agir. Sortez-vous, surtout en France, de cette mentalité d'assister et toujours attendre que ce soit quelqu'un d'autre, probablement l'État, qui fasse les choses pour vous. C'est à vous de vous débrouiller. Vous ne vous appartenez qu'à vous-même. Et c'est à vous de faire le travail. Donc non, je ne ferai pas plus ou d'efforts que ça, même j'en ferai beaucoup moins. Très bien. Que penses-tu du secret bancaire? Euh, eh bien, en fait, je suis pour le secret bancaire parce que je considère que l'argent qui est à vous, les biens que vous possédez et que vous avez acquis de manière licite sont donc le droit de la propriété, y compris donc votre patrimoine, est sacré et est un des droits inaliénables et un des rares droits naturels que vous devez avoir. C'est-à-dire ce qui est à vous est à vous. Et vous avez le droit et le devoir de le défendre, y compris euh, des éventuels États qui à mon avis devraient être réduits au minimum indispensable, et certainement à leur cupidité, à leur avidité, de venir piquer l'argent qui est chez vous. Personne n'a à savoir ce que vous avez sur votre compte en banque. C'est de l'ordre du privé, c'est votre patrimoine, c'est votre territoire. C'est une des raisons pour laquelle je me suis essentiellement débancarisé. C'est que j'ai pas envie d'avoir le fisc, mais même la banque, à savoir ce que j'ai. Ce qui est à moi, ça ne concerne personne, ça concernera mes héritiers, mais et ce que j'en fais, de ce que j'ai acquis honnêtement par mon travail, ou par mon adresse donc, est à moi. Et donc c'est quelque chose que l'on doit également défendre. Parfois les gens me disent oui mais la Suisse c'est le secret bancaire. Je dis mais posez-vous la question pourquoi il n'y a pas de secret bancaire dans vos pays d'esclaves? Où vous êtes esclave de votre État, où l'État peut venir piquer l'argent en mettant des taxes, des impôts, etc. Vous êtes du bétail. Et les États veulent que nous soyons du bétail. Réfléchissez bien à ça, parce que c'est vraiment la réalité. Et les gens qui disent on veut plus d'État, plus de taxes, etc., je veux dire, mêle-toi de tes fesses et gère tes sous. Pourquoi est-ce que, d'abord, il faudrait un État? On peut très bien imaginer des contributions volontaires ou décidée par un groupe à laquelle une minorité éventuellement se plie pour un projet commun, qu'il soit de l'ordre de l'infrastructure, une route, un barrage, qu'il soit de l'ordre des transports, financer une ligne de train, de métro, ou de l'ordre du social, c'est-à-dire on considère que voilà, nous souhaitons avoir une assurance pour la communauté, pour une certaine activité, que sais-je, ça peut être une assurance médicale, etc. À ce moment-là, on cotise, mais c'est décidé de manière démocratique et pas par un État, et surtout pas par un État pléthorique, bureaucratique, lourd. Je veux dire, l'Union soviétique, ça devrait vous avoir servi comme exemple d'un truc qui marche pas, et pourtant, les États-Unis, la plupart des États, y compris la Suisse, vont dans ce sens de croître de plus en plus cette bureaucratie, ce coût, ce parasitage qui se nourrit sur ce bétail et donc qui diminue de plus en plus les libertés jusqu'au point où soit les gens s'y conforment et deviennent
dépendant et donc extrêmement à risque, et c'est donc tout ce qui est problématique en cas de rupture de cette relation, et celle-ci arrivera pour des raisons énergétiques bientôt, tout bientôt, elle est déjà en cours. Mais aussi d'un point de vue philosophique, mais pourquoi est-ce qu'on devrait être le bétail de quelqu'un d'autre? Nous sommes faits d'être libres. Alors, certains me disent oui, mais on veut plus de sécurité, mais l'esclave, il était très sûr, son maître n'allait pas le tuer, son maître voulait aussi sa sécurité, il le faisait travailler, et puis l'esclave ne risquait rien puisqu'il ne possédait rien. Sauf qu'évidemment, on lui prenait ses enfants pour les vendre, on le séparait de sa compagne pour les vendre, on le forçait à travailler. Quand il devenait vieux, vaguement, on l'éliminait. Mais non, ce n'est pas ça l'ambition d'être un homme. Alors je sais que la plupart des gens veulent être comme ça. Les gens de gauche se complaisent souvent d'être des esclaves, mais qu'ils ne veulent pas mettre en esclavage les hommes libres. Laissez les hommes libres tranquilles. Mourrez dans votre coin, bande de parasites esclaves, quoi. Bref, donc pour moi, le secret bancaire, c'est quelque chose de totalement sain, moral et nécessaire. Et à défendre les armes à la main si nécessaire. En tout cas, notre patrimoine et nos biens doivent être défendus les armes à la main, y compris contre l'État. Ça m'amène à la question suivante. Ton avis sur la dernière lubie de la Commission européenne de vouloir interdire les armes semi-automatiques ressemblant à des armes de guerre et les armes neutralisées de collection pour lutter contre le terrorisme. Alors, même eux ne sont pas stupides au point d'imaginer qu'en confisquant les armes légales des honnêtes citoyens, vous limitez le terrorisme. C'est voulu, c'est qu'ils sentent très bien arriver l'effondrement des économies et le plan d'appauvrir les populations européennes et de les mettre sous pression pour accepter les plans fous de métissage, de remplacement de population, de tout ce qu'on veut. Et donc, forcément, ils vont essayer d'éliminer par tous les prétextes possibles et imaginables les citoyens qui possèdent légalement qui fait du tir, qui fait de la chasse, qui a une collection, etc., d'avoir des armes, parce que les armes sont des éléments efficaces de défense contre cette criminalité, contre ces problématiques qui vont s'étendre, mais aussi contre l'État. Et donc, en toute entité parasitaire, l'État se prémunit et se prépare de ce chaos, et il ne va surtout pas prendre de risque de voir des citoyens qui sont capables de se défendre et que les hommes deviennent libres, parce que nous pouvons acquérir notre liberté par la force. Et c'est comme ça que ça devrait être. Donc, bien sûr que c'est fait exprès. Et bien sûr que ça passera tôt ou tard. Et on viendra chercher vos armes, nos armes. Alors moi, je vous le dis tout de suite. En aucune circonstance, jamais, sous aucun prétexte, quel que soit le chantage, quelles que soient les conditions, jamais vous devez vous libérer de vos armes. Jamais. Et si la loi change, tant pis. Les armes, vous ne les donnez jamais, quitte à être hors la loi. Et au pire, elles disparaissent. Et je ne peux pas vous en dire plus, mais vos armes, si l'État veut venir les chercher, il faut qu'elles disparaissent avant. Si vous ne savez pas quoi faire, c'est que vous êtes trop stupide et que vous ne méritez pas d'en avoir. Et si vous êtes suffisamment intelligent et que vous en avez, que vous êtes responsable, vous savez quoi faire avant que l'État vienne chercher vos armes. C'est très simple. Question suivante. Ouais. Alors, nanana, à une époque, dans une de tes vidéos, tu te disais surveiller, mais nous sommes tous surveillés. Qu'en est-il à ce jour? Penses-tu toujours une sorte de liste noire? Alors, non et oui. C'est-à-dire que surveiller, bien sûr, nous le sommes tous. Nous sommes surveillés d'abord par des logiciels, et puis certains d'entre nous sont un petit peu mis sous surveillance spéciale. Être surveillé, ce n'est pas forcément quelque chose de bien ou de mal, ni de grave. C'est simplement que l'État, encore une fois, dans sa volonté de toute puissance, essaye de comprendre quels sont les potentiels risques, les potentiels... Alors je pense qu'au tout début, quand j'ai commencé à écrire un livre, je pense qu'il y avait, et je le sais, enfin je sais, parce qu'on me l'a dit, je sais que la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de regarder si je n'étais pas potentiellement un gourou de secte. Parce que c'est vrai que lorsqu'on dit aux gens, attention, le monde alors c'est pas ce que je disais, mais quand on dit la fin du monde, les gens se disent, ah, attention, temple solaire, gourou qui pique du fric, qui nique les gonzesses, et ensuite il tue les gens en lance-flamme ou avec du poison.
Ah non, c'est évidemment, ils ont vite compris mon profil psychologique. En plus, j'ai rencontré pas mal de gens qui me surveillaient parce qu'en fait, ils aiment bien mon message. Et eux-mêmes détestent leur maître. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'à travers différents pays, j'ai rencontré des gens de plusieurs pays, nous avons des classes euh, destinées à la sûreté, à la sécurité des États qui détestent leur maître et qui sont plus dupes et qui ont très très bien compris comment ça fonctionne. Et bon, alors la chance, c'est que peut-être j'ai un profil et une manière de faire qui n'est pas du tout celle du déséquilibré ou du truc. Après, on est tous le déséquilibré par rapport à quelqu'un d'autre, mais voilà, donc bien sûr, on est surveillé. Et moi, je m'en fiche parce que je pense que comme dans l'effondrement à venir, ils auront d'autres chats à fouetter et d'autres gens, d'ailleurs c'est le cas, hein, vous avez vu des millions de terroristes potentiels maintenant en Europe, je pense qu'ils ont autre chose à faire que des gens comme moi qui restent dans leur montagne et qui veulent se défendre. Après, s'ils veulent venir faire chier des gens comme moi, ben, l'État est très puissant et moi je ne suis qu'un individu, en réseau avec d'autres individus. Et si on me déclare la guerre, eh bien, je serai obligé d'y répondre. Mais c'est pas le cas, et certainement pas le cas en Suisse. Au contraire, en Suisse, l'État, qui est beaucoup plus petit, qui est aussi un État de milice citoyenne, bah, je sais, m'écoute, dialogue, et ne me considère certainement pas comme une menace, de la même manière que je ne considère pas l'État suisse comme une menace immédiate. Au contraire, c'est un représentant encore du peuple, avec une caste politique qui n'est pas super professionnelle comme dans d'autres pays, et donc c'est encore un système qui est sauvable et qui est respectable. Et donc nous pouvons, et d'ailleurs c'est un système que j'encourage lorsque vous allez faire votre constituante avec Étienne Chouard. J'ai oublié de vous dire dans la vidéo de hier, enfin de la première partie, dans les crimes passibles de peine de mort, il y a bien sûr trahison et j'ai dit viol, mais il y a aussi pédophilie. Enfin, viol, pédophilie, c'est un peu la même chose. Donc, voilà. Et ça s'applique aux mineurs également, hein. Enfin voilà. Donc, ensuite, passons un petit peu à des questions plus liées à des questions plus pratiques, plus pragmatiques. Encore que, hein. Alors, quel pays, selon vous, serait l'un des mieux pour se préparer à vivre en sécurité? Euh, Quelles sont les meilleures places géographiques, les terrains les plus safe? Quels facteurs potentiels, continents, pays, régions, pollution accidentelle, risques naturels, changement climatique? En gros, j'aimerais savoir votre avis sur les meilleures places pour se réfugier avec des sacs d'urgence ou mettre en place une base autonome durable. Eh bien, vous avez répondu à la question en posant la question, et je vous encourage à lire dans Survivre à l'effondrement économique vers la fin. J'ai un chapitre qui explique comment choisir un endroit pour mettre en place son mode de vie lié à cette autonomie et lié à la résilience. Toute l'histoire de Rhubarba, mon deuxième livre coécrit avec Gaulle West, n'est que l'idée de parler de comment mettre en place son autonomie et sa résilience dans une ville. Le choix du continent, du pays, d'abord, il est très variable. C'est où vous vous sentez à l'aise. Parce que, par exemple, j'en parlais hier à déjeuner avec des amis. Je me suis dit, si un jour la Suisse devait passer dans le chaos, c'est clair qu'avoir un plan B, C, D, E, je ne sais pas, en Argentine ou en Russie ou en Nouvelle-Zélande, ce serait une option. Mais j'ai deux problèmes. Le premier, c'est que j'ai envie de défendre mon pays et donc de tout faire pour qu'il ne tombe pas dans le chaos et me battre ici même pour que ça ne devienne pas le chaos. Mais aussi parce que partir dans ces autres pays pose la question d'arriver dans une culture complètement nouvelle, complètement différente, et de ne pas être à l'aise, voire d'être un étranger seul parmi une population locale, et avec tous les risques qui sont dedans. Alors par exemple, dans le cas où vous êtes, je sais pas, marié avec une Argentine qui, elle, a de la famille en Argentine, ok, ça change complètement la donne, mais ce que vous voyez, c'est que c'est impossible de répondre à cette question. Alors ensuite, toutes choses étant égales par ailleurs, oui, la Norvège c'est mieux que la France, la Suisse c'est mieux que la France. Objectivement, la Russie c'est mieux que la Suisse, pour plein de raisons. Mais toute chose, toute chose n'est pas égale par ailleurs. C'est-à-dire que nous sommes tous des individus avec des situations de famille différentes, des situations financières différentes, des situations culturelles différentes, des mélanges. Nous sommes des mélanges. Nous sommes mariés, en couple, avec des enfants ou pas. Il y a des homosexuels, des gens difficiles à vivre, des gens pas difficiles à vivre. Tout cela, et c'est ce que je fais quand je fais du conseil avec les personnes. Vous savez, je ne dis pas aux gens achète-toi un Glock
toute la journée. En gros, je parle beaucoup de psychologie, je parle beaucoup d'histoire familiale, je parle beaucoup de patrimoine, de, de rêves. Qu'est-ce que les gens rêvent de faire dans leur vie? C'est presque un coaching de vie à la limite quand je fais du conseil. Chez ces personnes un peu fortunées qui me demandent de les aider à faire un audit de leurs préparatifs ou à choisir, c'est souvent ça, choisir un endroit où mettre en place leur stratégie de survie. Euh, donc, voilà, c'est très granulaire et c'est très individuel. Dans la série, il y a aussi une question, que pensez-vous du Maroc? Je répondrai sur le Maroc, quand je serai au Maroc, et ce que j'espère faire en 2016. Alors, comment passe-t-on, alors des questions un peu plus personnelles, comment passe-t-on de consultant informatique chez Oracle à survivaliste? Alors, tout d'abord, j'étais directeur marketing et vice-président marketing dans pas mal de boîtes informatiques, dont bien sûr Oracle. Je crois que je l'ai déjà expliqué lors d'une conférence ou plusieurs conférences, mais en gros, c'est la convergence d'avoir beaucoup voyagé, d'avoir beaucoup lu, et donc d'avoir une curiosité sur la connaissance du monde entier, et d'avoir vu ce que c'est que la réalité du monde. Le monde est brutal. Le monde n'est pas le monde du bisounours des gens qui vont au concert à Paris, quoi. C'est un monde brutal, c'est un monde violent, c'est un monde qui est en constant changement. Et avoir compris ça et avoir été curieux pour aller chercher les raisons et donc trouver les problèmes financiers, les problèmes énergétiques, les problèmes climatiques, les problèmes qui convergent dans un espace-temps de plus en plus restreint, m'ont amené à avoir ainsi un sens de la logique et peut-être de ne pas avoir de vision tunnel sur ma propre vie et d'être capable de voir ce qu'il y a ailleurs. Et c'est peut-être aussi, d'ailleurs, à un moment, d'avoir eu des périodes difficiles professionnelles qui m'ont permis d'avoir du temps pour réfléchir à cela. Et puis, il faut avouer qu'il faut que je remercie Colin Powell avec sa fiole de pisse en essayant de nous vendre cette, euh, ce mensonge sur la guerre en Iran-Irak, dont les conséquences sont de plus en plus vues. Donc ces guerres de Bush, Blair et tant d'autres, de ces criminels de guerre nous ont plongé tous collectivement dans cette guerre éternelle qui est voulue pour les ressources, mais aussi pour le profit, euh, amènera à la destruction de cet empire dans lequel nous vivons, plus ou moins, en ce qui me concerne, dans un pays qui est un peu une plateforme neutre d'échange. Mais voilà, euh, ça m'a fait réfléchir lorsque cela est arrivé. Cette guerre en Irak de 2003 a été pour moi fondamentale, parce que déjà je m'étais fait avoir en 91 avec cette guerre, la première guerre du Golfe contre l'Irak. On nous avait déjà tellement mené en bourrique sur cette histoire, et j'y avais cru. J'avais cru que Saddam Hussein c'était un méchant, j'avais cru que l'Irak c'était la cinquième armée du monde, etc. Et en 2003, non. Et en 2003, j'étais dans la rue, j'avais protesté. Et puis après, je me suis dit, non, mais protester, ça sert à rien. Et ce raisonnement, d'ailleurs, m'a amené, d'ailleurs, j'étais dans une phase un peu dépressive, hein, entre 2003 et 2005. Puis ensuite, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Puis là, on s'est dit, non, mais maintenant, il faut aller de l'avant. Euh, et c'est dans l'action, et en tâtonnant, et en étant systémique, que j'ai groupé les informations qui m'ont permis d'avoir une stratégie qui me semble efficace, quoi qu'il arrive, et stratégie que j'explique ensuite dans mon livre Survivre à l'effondrement économique. Question suivante. Je vois autour de moi pas mal d'artisans et de petits entrepreneurs qui voient début 2016 comme la fin de leur entreprise et voilà. Mais quand je vois que le PS est capable de faire disparaître des milliers de manifestants, ne pensez-vous pas que nous allions vers, voilà, c'est ça, vers la misère des peuples, que l'effondrement se fera dans la douceur avec un système devenant de plus en plus une dictature? Question suivante qui est liée. Quels sont les chemins qui se présentent à la France, à l'Europe et aux Européens? Que penses-tu de la possibilité de djihadistes infiltrés parmi les flics? Je pense que notre ennemi principal, c'est le blanc formaté à la TV et collaborateur, même inconsciemment. Qu'en penses-tu? Quelle technicité à utiliser son Suisse Salah. Bon, ok, ça c'est pas intéressant pour échapper aux autorités. Oui, dans l'ensemble, c'est possible qu'on aille vers un effondrement soft, mais c'est le cas de toute façon pour l'instant. C'est-à-dire que l'effondrement, il est en réalité, quand on regarde vraiment avec beaucoup d'objectivité, il a commencé dans les années 80.
par manque d'énergie, et il a été soft parce que nous avons externalisé les problèmes, nous avons externalisé la pauvreté, mais il arrive un moment où on ne peut plus le faire. Et donc, on est obligé d'accepter que cette pauvreté commence à arriver, entre guillemets, chez nous parce que je parle du point de vue de l'Européen, ça pourrait être de l'Amérique du Nord, etc. Et que nous ne sommes plus capables de créer de la productivité et de la croissance pour absorber le chômage et la croissance de la population mondiale. Et donc, nous rentrons dans des systèmes instables, dans une période de systémique justement qui est instable. Et cette instabilité, elle est accentuée par les guerres, qui ont des conséquences et des ramifications qui sont chaotiques. Donc, dans un sens, autant il y a il y a un plan, il y a une volonté, il y a une idéologie qui pousse tout cela, autant elle n'est pas maîtrisée, parce que c'est immaîtrisable, il y a trop de chaos. Le chaos à l'échelle d'une planète, à l'échelle de milliards d'individus, à l'échelle de millions d'entreprises, de dirigeants, il y a une part idéologique, mais une immense partie, elle est irrationnelle, elle est totalement chaotique, et il y a un effet papillon multiplié par des milliards de facteurs qui est simplement ingérable et immense. Et donc cette approche chaotique devient de plus en plus difficile à gérer, même par des gens puissants. En plus, ils sont souvent déconnectés des problèmes réels, n'ont pas les informations justes, ou quand on leur présente des informations, ils ont un filtre idéologique, éducationnel, etc. Pour le voir. J'ai mis sur mon Facebook un article que j'avais écrit il y a quelques années qui explique mon avis sur les élites mondiales et un peu leur manière de penser et leur éventuelle capacité à concentrer le pouvoir, mais aussi à ne pas être capable à gérer le chaos qui arrive. Et je sais que pour beaucoup de gens, c'est beaucoup plus rassurant et plus facile de se dire ah, tout est organisé par un petit groupe de personnes parce que ça permet de simplifier quelque chose qui est très difficile à comprendre. Le chaos et l'infini, si on veut, sont très complexes à appréhender par l'esprit simple de l'être humain. Et donc, moi-même, hein, j'y arrive pas. Mais simplement, il y a un moment, il faut savoir lâcher prise et se dire, ouais, euh, que ce soit le complot, que ce soit du chaos ou un mélange des deux, moi je crois que c'est un mélange des deux, la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu. Parce que faire la liste des enculés que tu crois qui maîtrisent le monde, prendre ton fusil d'assaut, te poster sur les toits de la ville et attendre que les types ils sortent de leur ministère ou de leur hôtel particulier et tu les dégommes un par un et tu essaies d'en faire le maximum avant de te faire choper, ouais, c'est sympa, mais ils seront remplacés. D'ailleurs, ils ont des gens avec des dents encore plus longues qui attendent, ne serait-ce que... Regardez, un Sarkozy, il a attendu quoi, 30 ans pour prendre la place de Chirac. Je veux dire, vous avez vu les dents longues, les dents qui rayent le parquet, qui labourent le sol derrière lui, qui démontent le trottoir. C'est hallucinant, ces gens. Et il y en a des millions dans les entreprises, bien sûr dans les partis politiques, il n'y a que ça. Mais ce sont ces gens-là qui vont prendre le pouvoir à la place de ceux que vous allez dégommer. Donc vous voulez faire quoi d'autre? Monter une révolution, mais il vous faut combien de temps? Monter un parti politique, vous allez être noyauté, vous allez être pourri de l'intérieur en 2 semaines. Les 5 premiers adhérents que vous allez avoir, il y aura trois infiltrés ou indiques des services de renseignement. Vous n'avez aucune chance. Et puis quand bien même vous ayez des idées intéressantes, vous allez être phagocyté par des trotskistes, comme l'ont fait les trotskistes par rapport aux Verts ou par rapport au Parti Socialiste. C'est-à-dire que la gauche, quand elle avait encore peut-être un sens, il y a très longtemps, elle a été rapidement noyautée par des gens qui ont des loyautés très précises, très très simples. Et à la fin, vous êtes coincé. Donc, soit vous acceptez cette prostitution pour aller au râtelier, soit vous déprimez ou vous quittez. Euh, c'est inévitable. Donc, ça ne fonctionnera pas comme ça. Donc, en tant qu'individu, le seul moyen, c'est de sortir, c'est de faire sécession, c'est de s'en aller et attendre que tout ce bordel se viande. Et après, d'être prêt pour reprendre le terrain. Et j'avais entendu une histoire d'ailleurs, je saute un peu du coq à l'âne, d'un vieux monsieur un peu sénile, un Ploucard, Assas, je sais plus, et qui disait oui, la survie, c'est pas intéressant, ce qu'il faut, c'est se battre. Alors le mec, il doit avoir 90 balais, et en gros, il dit à des jeunes, allez vous battre, mais va fanculo, connard, va te battre toi, dis pas aux autres d'aller te battre. Est-ce que par exemple, moi, je vais dire, j'ai beaucoup de lecteurs jeunes, je leur dis, oui, prenez les armes, allez vous battre. Non, il faut se défendre, mais pas aller se battre, pas aller faire la révolution. Parce que moi, j'ai pas envie d'avoir la responsabilité de ces gens qui vont se faire massacrer
par les forces. C'est pas le peuple qui fait des révolutions. Il faut être beaucoup plus malin que ça. C'est qui ces gens d'une ancienne génération qui ont 80 de quotient intellectuel? Enfin, il faut réfléchir beaucoup plus malin que ça. Nous ne sommes plus dans les années 30, nous ne sommes pas dans les années 1870. Et encore, la commune, ça s'est mal passé, hein. Non, 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 ce ne sont pas des bonnes stratégies, ce sont des stratégies d'idiots. Et bon, c'est comme ça. De toute façon, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la réalité du monde, même des gens qui ont de la culture, hein, même des gens qui croient être intelligents. Euh, c'est fini. J'entends parfois des Français, on parle beaucoup de Français parce qu'évidemment, vous êtes encore majoritaire pour l'instant parmi mes lecteurs dans le monde, et puis je m'adresse à vous en français. Mais il y a parfois des gens qui me disent: Ah oui, il faut sauver la France, il faudra se battre, etc. Je dis: Mais quelle France? De quelle France tu parles? De la France de la Gay Pride? De la France du mariage pour tous? La France de l'État qui finance les mosquées? Enfin, moi, je m'en fous. Mais de quelle France tu veux défendre? Ah oui, la France de machin, tout ça, Bayard. Euh, mais personne la veut, ta France de Bayard. C'est toi qui la veux. C'est toi qui as une idée farfelue, toi et peut-être 50 000 autres personnes. Allez, 2 millions de anti-mariage pour tous. Mais il y en a 64 000 autres qui sont pas là. Et eux, leur France, c'est la télé, la sortie du samedi soir, Jackie et Michel sur Internet. C'est et les courses le samedi à midi, hein, le samedi matin. Mais tu crois quoi? Enfin, ta France, elle existe dans ta tête. Et je dis pas ça de gaieté de cœur, je dis pas ça pour me moquer, je dis pas ça pour mépriser, au contraire, c'est triste. C'est triste qu'un pays qui a été quelque chose, en fait, n'existe plus. Mais en même temps, il existe justement dans votre tête, dans la tête de ces gens-là. Et moi, ce que je vous dis, c'est, euh, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la première partie, par rapport au fait de quand tu as le pouvoir, tu dois éliminer tout le bois mort qui traîne, et en France, c'est bien plus de 50% de la population qui sert à rien, et qui est plus un passif qu'un actif. euh, Ça va se planter et ces gens vont être auto-éliminés de toute façon dans le plantage. Donc si tu survis, après tu réoccupes le terrain, et là, ce que tu as dans ta tête ou ta vision des choses, tu as plus de chances de la mettre en place. Alors tout ça, pour moi, c'est limpide et clair dans Survivre à l'effondrement économique. Alors peut-être qu'il faut lire entre les lignes, mais relisez la conclusion enfin, de ce livre. Pour moi, c'est limpide, que c'est la seule et unique manière de faire. Vous ne pouvez pas, comme dans les arts martiaux, vous ne pouvez pas... euh, vous allez vous briser contre le- la force qui est face à vous. C'est pas possible. Alors après, pour certains, la mort héroïque, bon, bah, très bien, mais moi, c'est pas mon taf, la mort héroïque. Je veux dire, charger les archers britanniques à 2 balles avec mon armure et mon cheval à 2000 balles, c'est pas rentable et on finit mort, transpercé par des flèches. Non, mauvaise idée. Très très mauvaise idée. Donc voilà, alors les djihadistes infiltrés dans la police, ben, j'en parlais déjà dans mes premiers livres, que la criminalité en général va de plus en plus utiliser des stratagèmes pour infiltrer et commettre ce qu'elle a besoin de commettre. Euh, mais je pense que j'ai déjà fait plusieurs conférences. D'ailleurs, j'aimerais bien que celle avec Sheikh Imran Hossein soit mise en ligne, ce serait sympa. Ça traîne. Bougez-vous le cul, les mecs. Euh, Parce que je réponds à cette question et je réponds sur le fait que lorsque dans une population européenne, vous avez une religion qui fait 5%, si une minorité parmi cette religion, volontairement ou par manipulation, commence à énerver les 95% du reste de la population, vous croyez qu'il va se passer quoi? Vous croyez que c'est le 5% qui va prendre le pouvoir? Moi, je pense que le 5%, il va passer un très mauvais quart d'heure, ça va être rapide. Et que, c'est l'homme blanc, il est devenu très gentil à force de comprendre que les guerres, c'était une ancienne manière de faire les choses. Encore une fois, c'était un vieux truc des années 30. Mais l'homme blanc, quand on le pousse à bout, euh, je veux dire, la Reconquista espagnole, elle a fini au Pérou. La, la, la lutte contre les Ottomans, elle a fini à Jérusalem et avec le démembrement de l'Empire ottoman et la prise de Bagdad. Donc, moi, je pense qu'il y a des forces qui sont en train d'être réveillées. C'est comme ça, elles vont se réveiller. Et lorsque l'Européen s'organise et se met en place, alors certes, si pour s'organiser et se mettre en place, il doit avoir 80% de pertes
Il doit accepter de perdre tous ces babtous fragiles et tous les gamins efféminés, soit, mais ceux qui restent, sur deux ou trois générations, sur un siècle, putain, ils vont de nouveau piner la gueule à tout le monde. Alors peut-être que cette fois, les Chinois siffleront la fin de la récréation. Mais moi, je pense que les gens qui essayent d'énerver les Européens, ils sont manipulés parce que s'ils se rendaient compte le truc qu'ils sont faits, ils sont en train de réveiller un géant psychopathe, quoi. Bon, donc et je constate, hein, je ne suis pas en train de vous dire que c'est ce que je souhaite, je constate simplement que dans l'évolution, voilà, chaque ethnie, chaque groupe ethnique, que ce soit, je sais pas, les Africains, les Moyen-Orientaux, si on veut, bien que ce soit des variantes de blancs, les Caucasiens, et certainement les Asiatiques, etc., ils ont des manières de faire, euh, des stratégies de survie, des stratégies de développement, des stratégies de reproduction qui ne sont pas les mêmes. Les êtres humains ne sont pas les mêmes. Les différentes espèces, races d'êtres humains ne fonctionnent pas de la même manière, hein. On ne fait pas tous la même quantité d'enfants, même biologiquement. C'est pas qu'une question de volonté. Et, euh, et parce que nous sommes issus de développement sur les 60 000 dernières années. Avant, on était à peu près tous à un socle plus ou moins commun. Mais dans les 60 000 dernières années, lorsque les races se sont vraiment séparées pour des raisons d'isolement climatique et de dérive génétique, le, chacun s'est développé dans un environnement, et l'homme blanc du Nord s'est développé dans un environnement hyper dur. Et donc nous avons façonné une espèce extrêmement euh, prévoyante, extrêmement qui réfléchit dans le futur, qui prévoit les choses à long terme, qui a une immense capacité à la conception spatiale et la projection intellectuelle. C'est pour ça qu'on est bon en maths, c'est pour ça qu'on est des physiciens, c'est pour ça qu'on est des ingénieurs et qu'on est des mauvais danseurs et qu'on n'est pas des... Et donc nous, quand on nous fait chier, on utilise du gaz VX, on utilise des armes nucléaires, on utilise des bombardiers lourds. Nous, on n'a pas besoin de se foutre une, euh, une ceinture d'explosifs pour se faire péter. On est beaucoup plus méthodique. Nous, on met en place des chemins de fer avec des fours à la fin, quoi. Et fallait pas nous réveiller. Je crains que le truc est en train de se réveiller. C'est aussi pour ça qu'on veut enlever les armes aux Européens. Bref, autre question. Comprenne qui pourra et préparez-vous. Pourriez-vous répondre à cette question? Pourquoi vous-même, comme la plupart des gens que nous apprécions énormément d'ailleurs, la flatterie vous amènera loin avec moi. En tant qu'analyste tel que M. Drac, M. Hillard, M. Soral et tant d'autres, ne prenez jamais en compte l'aspect de dominance incontestable de l'Empire au point de vue technologique. Comment se fait-il que certains cerveaux soient si sûrs et sereins quant à la mise en place du nouvel ordre mondial? Alors oui, non, mais en fait la technologie, c'est tout à fait important, mais la technologie, elle est dépendante d'une immense et complexe infrastructure industrielle. C'est-à-dire que je lisais un article très intéressant récemment, le nom de l'auteur m'échappe, mais voilà, pour fabriquer un crayon c'est un truc cul qui coûte 2 centimes, qui est tout à fait simple, mais si vous avez un petit crayon, qui d'entre nous sait fabriquer ce crayon? Ce simple crayon nécessite une infrastructure industrielle capable de trouver, bon là c'est un crayon de couleur, mais de trouver de la graphite, du bois, de le tailler, de le couper, de faire en sorte que la graphite soit au milieu. C'est pas si simple, hein. C'est comme ils fusillent les pâtes avec le trou au milieu. Comment ils font? Ils font un trou puis ils mettent la pâte autour, ou alors lorsqu'ils font une pâte, ils font un trou. Je veux dire, c'est des machineries qui demandent des ingénieurs de conception, des ingénieurs de mise en place, des usines, l'arrivée des matières premières, donc toute une sorte de pieuvre globale pour arriver à fabriquer un simple petit stylo. Qui d'entre nous est capable de fabriquer un tournevis? Ça devient très très compliqué. Donc la technologie, on en tient compte, mais elle nécessite une infrastructure stable qui fonctionne bien. Moi, je pense que cette infrastructure va être déstabilisée. On retombera sur nos pattes, on la reconstruira. Mais il faut que celle-ci continue à exister. Donc, ceux qui rêvent d'un futur hyper et super technologique, ils devraient lire, ou qui pensent que ce soit possible, ils devraient lire Too Much Magic de Kunstler. C'est pour ça que ce livre est important.
Parce que je crois qu'il démystifie cet aspect technologique. Ceux qui croient qu'ils vont pouvoir utiliser cette technologie pour contrôler de manière un peu magique les gens et les esprits des gens, euh, d'une part, c'est déjà fait, c'est la télévision. Il n'y a pas besoin de subtilement, petit à petit, de manière presque subliminale, notre cerveau a été lavé et reprogrammé par des années et des années, des décennies de télévision, et ce dans tous les pays du monde. Par exemple, moi, quand je vais souvent au Moyen-Orient, je me rends compte que la lobotomisation des gens, elle se fait exactement de la même manière, parfois pas sur le même sujet, mais elle se fait de la même manière, c'est-à-dire qu'on lobotomise les gens à coup de consumérisme, de désir, de amoralité. C'est pas bien ou pas bien, mais simplement on leur enlève les morales qu'ils pouvaient avoir. En Europe, ça a été la déchristianisation de l'Europe. Moi, je j'aime pas trop la religion chrétienne, donc à la limite, d'un côté, je m'en réjouis, mais d'un autre côté, pour être remplacé par du vide qui est ensuite rempli par des djihadistes, je m'en réjouis pas non plus. Et d'ailleurs, les gens qui sont progressistes, les féministes, les gens de gauche, ils devraient faire gaffe parce que vous êtes les premiers sur la liste à vous faire exploser, euh, et pas que de manière littérale, le jour où ce vide sera rempli par des fanatiques d'autres religions, parce que le catholicisme, il s'était assagi. Là, vous avez encore une manière de vivre le religieux qui est équivalente de l'époque moyenâgeuse ou de la... Pas pour tout le monde, on est d'accord, mais pour une minorité agissante qui ressemble plus à l'Inquisition qu'à Vatican II, on est d'accord. Bref, donc oui, la technologie elle est déjà là. Alors ensuite, est-ce qu'on veut aller dans la science-fiction avec des puces RFID, avec des trucs comme ça? Tout ça, ça existe, c'est possible. Ensuite, à vous de voir si vous voulez vous laisser faire ou pas. Moi, personnellement, j'aime pas trop qu'il y ait quoi que ce soit qui rentre dans mon corps, donc on va essayer d'éviter les puces ou quoi que ce soit d'autre. Donc, non, 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 le- le- la technologie doit rester un outil et doit être maîtrisée par des gens responsables. L'homme étant l'homme, il y aura toujours des gens irresponsables, des gens fous, des gens qui ont des rêves et des gens qui ont des bonnes intentions. Moi, je me méfie surtout des gens qui ont des bonnes intentions. Le type qui me dit, voilà, moi je veux utiliser telle technologie pour dominer les gens, ça va, je comprends. Mais celui qui me dit, écoute, je vais obliger les gens à mettre ma puce parce que c'est pour leur bien, je sais comment ça finit. Ça finit avec des millions de morts, avec un massacre, et ça finit avec le goulag ou Auschwitz. Les hommes étant des hommes, ils font des conneries. Et donc, la technologie n'est que dépendante des gens. On continue avec les questions. Bonjour, nanana. Une fois l'effondrement global atteint, combien de temps pensez-vous qu'il faudra pour que nos sociétés meurtries se reconstruisent et retrouvent un semblant de normalité dans les nouveaux modèles de société qui émergeront? Alors, première chose à dire, c'est que la normalité, si on veut, la perte de ce qu'on considère normal, elle ne se fait pas de manière brutale, a priori, dans le monde entier. Ça va par phase, ça va par... Par exemple, la Syrie était un pays parfaitement normal jusqu'en 2009-2010, et tout d'un coup, ça a basculé dans l'invasion et la guerre et la brutalité et l'horreur. C'est pas encore le cas en Europe, mais ça commence. Et donc, ça va aller par phase. Et donc, de la même manière, la remise en place disons, d'une nouvelle forme de normalité, on va dire de paix, elle peut prendre plus ou moins longtemps et ça peut arriver à certains endroits et à d'autres endroits, ça peut continuer dans une forme de chaos pendant très longtemps. Pensez au Moyen Âge, après l'effondrement de l'Empire romain, pendant combien de temps certains endroits le temps qu'ont mis certains endroits pour retrouver un semblant de calme. Pensez à la Gaule ou qui a été dévasté par les Huns, par différentes, on va dire, groupes barbares. L'Italie encore plus. Mais par exemple, l'Espagne a peu été envahie, un petit peu d'ego, mais surtout très vite a été mise. Donc l'Espagne romaine a été conquise par les Vandales, qui ont repris la structure qui existait auparavant. Pensez à l'Empire byzantin, qui pendant que Rome s'effondrait, donc l'Empire d'Occident s'effondrait, l'Empire d'Orient a tenu pendant encore presque 1000 ans, avec des up and down, des périodes plus calmes et des périodes de guerre. Mais enfin, les différents effondrements ne sont pas forcément simultanés, ne sont pas partout. Ça, c'est toujours
on peut faire un travail d'analyse, on peut faire un travail de réflexion, on peut essayer de projeter différents scénarios, mais on n'est jamais certain. Donc combien de temps est-ce qu'on peut retrouver de la normalité? Ça dépend. Et toute l'idée de la base autonome durable, c'est justement d'être dans des lieux et avec une préparation telle, mentale, physique et matérielle, que l'on n'ait pratiquement pas de rupture de la normalité, puisqu'on est habitué à être autonome et indépendant. Alors, question qui suit, admettons que l'on retrouve notre souveraineté et que l'on passe à travers la tempête. Pour ceux qui s'en sortent, que faudra-t-il faire après afin d'éviter que leurs descendants ne se retrouvent dans la même situation? Alors d'abord, souveraineté, on revient tout à l'heure. Par exemple, la France a été souveraine jusque dans les années 70, et puis ensuite ça a commencé à se... Elle a vendu sa souveraineté petit à petit, mais est-ce que le peuple a jamais été souverain? Certainement pas dans la France républicaine, et certainement pas dans la France royaliste, dans le royaume de France. Cela dit, est-ce qu'il y avait plus ou moins de liberté? Aujourd'hui, par exemple, on se rend compte, vous payez en France, par exemple, je prends l'exemple de la France toujours, beaucoup plus d'impôts que sous l'ancien régime, largement plus. Vous êtes beaucoup moins libre dans la France républicaine depuis 2 siècles qu'avant en réalité. Bon, voilà. Après, on peut remonter très loin pour retrouver le servage, qui est une forme un peu archaïque de la servitude, mais nous ne sommes pas dans des sociétés libres. Encore une fois, nous sommes du bétail pour les États, qui sont des machines un peu... Matrix, c'est un film, encore une fois, c'est un film très important. C'est pour ça que je le cite dans les derniers chapitres de Survivre, à le fondement économique. C'est très très important. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter? Et c'est là où on doit préparer l'avenir dès maintenant, c'est que nous devons faire un effort de recherche philosophique, de recherche de ce qui fonctionne, et d'essayer de trouver les dominateurs communs qui nous permettent de construire. C'est pour ça que vous avez vu, je fais beaucoup d'interviews de gens et je rencontre des gens qui ont également une certaine notoriété, peut-être des idées. Et ce qui m'intéresse, c'est pas d'aller chercher la petite bête qui nous sépare, ce qui est malheureusement le cas de beaucoup de gens, parce que peut-être c'est leur ego, ou peut-être qu'ils ont cette manie de la polémique. Non, ce qui m'intéresse, c'est d'aller trouver l'élément de base qui va nous permettre de construire ensemble, quitte à ce qu'il y ait des divergences après, mais en tout cas qu'on ait des socles communs. Et ces socles communs, ils sont nombreux. La plupart des hommes à travers le monde, peu importe leur origine, l'endroit géographique dont ils viennent, leur race, leur religion, partagent des socles communs assez fondamentaux sur lesquels on peut bâtir, et ensuite sur lesquels les divergences peuvent s'aplanir, on peut arrondir les angles, on peut négocier, parfois on peut admettre qu'on vit côte à côte ou séparés. Mais si on n'a pas le socle commun, on va se focaliser sur les différences. Et c'est tout à fait quelque chose que l'environnement moderne encourage, d'aller chercher la petite bête, d'avoir les conflits, de troller sur Internet. Tout cela, ce sont des... It's another brick in the wall, comme disait un de mes groupes préférés, Pink Floyd. Et clairement, Roger Waters avait compris dans sa vision, dans son œuvre The Wall, que les murs, ils sont mentaux. Et ce ne sont pas que des murs physiques où on sépare des pays, où on sépare des peuples. Les peuples n'ont pas forcément envie de vivre ensemble. En revanche, ce sont les barrières mentales qui sont mortifères à terme. Roger Waters l'a très bien expliqué, mais un autre écrivain comme Amin Malouf, que j'aime beaucoup, notamment dans Les Identités meurtrières, lorsqu'il parle du Liban, montre très très bien comment les barrières mentales et les identités qui en découlent souvent, eh bien, peuvent être mortifères et meurtrières. Donc, à réfléchir maintenant, mais ce n'est pas à moi de vous dire. Moi, je vous ai donné un exemple finalement de comment je gère une transition de manière humoristique, mais à la fin, moi, je crois beaucoup à la population qui est souveraine et qui a la capacité de s'autodéterminer par le suffrage direct, quoi. Simplement, je veux que mes concitoyens soient mes égaux. Et donc pour ça, euh, j'attends beaucoup de leur part, de la même manière que j'attends qu'eux attendent beaucoup de moi. Et c'est là où on retombe sur qu'est-ce que c'est que la société primordiale, et on retombe sur La Voix virile de Jack Donovan, que vous devez lire, parce que là, on nous apprend à construire la tribu, le clan, les barbares qui démarrent une civilisation. Et ce sera à nous de redémarrer une civilisation. C'est pour ça, encore une fois, moi je crois que ça ne sert plus à rien d'essayer de sauver les meubles du machin qui est en train de couler.
Il va falloir réfléchir à construire quelque chose de nouveau. Bien sûr, on peut s'inspirer de ce qui existe déjà, mais il va falloir quelque chose de nouveau, et j'espère qu'on va balayer toutes les religions et les croyances mortifères du passé et du présent pour tomber sur quelque chose de rationnel, de logique, de sain, et qu'on puisse construire quelque chose qui nous permette d'être adultes tout en respectant notre euh, euh, base anthropologique, alors qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde qui nous infantilise et qui réprime notre base anthropologique. C'est exactement l'inverse de ce qu'on devrait faire. Nous sommes dans un monde aux antipodes du monde que j'aime, que j'aimerais être. Et je l'ai vu dans ma vie sur 45 ans, 40 ans, j'ai vu faire cette transition. Nous étions dans un monde où on était fiers, on était droit, on aimait la liberté, on appréciait les traditions, à un monde totalement inversé où on nous a infantilisés et on nous a détruit toutes les racines et on continue à le faire de plus en plus vite. Donc il ne sert plus à rien de le sauver, il faut simplement passer à autre chose. Autre question, après avoir survécu à l'effondrement économique et constaté que les méchants d'en face, ce sont les méchants d'en face qui ont gagné. Quelle option? Se ranger à leur côté ou entrer en résistance? Et c'est à chacun de le voir, ça dépend à quel point les méchants en face sont méchants, à quel point leur philosophie est compatible ou non avec la nôtre. Les méchants d'en face, ça peut être des États tyranniques et dans ce cas-là, la résistance, l'armée de l'ombre peut mettre en place. Ça peut être aussi des peuples étrangers. Dans ce cas-là, on n'a pas beaucoup de choix parce que souvent, lorsqu'un peuple en conquiert un autre, il tue les hommes et les enfants et garde les jeunes femmes et met en esclavage le reste. En général, c'est comme ça, c'est quand c'est atavique. Et c'est là où vous mesurez à quel point la conquête du monde par l'homme blanc a été en réalité extrêmement pacifique par rapport à d'autres conquêtes par d'autres peuples sur d'autres peuples. Je ne vais même pas rentrer sur l'Afrique où la mise en esclavage par les Européens, ils n'étaient pas tous vraiment européens, hein, les marchands d'esclaves européens dans la traite triangulaire qui ont amené les Africains en Afrique, vendus par d'autres Africains bien sûr. C'est 10%, c'est mal, hein, je précise, l'esclavage pour moi c'est une abomination de tout ce que je déteste, mais c'est 10% de la traite de l'esclavage faite à l'ouest par les arabo-musulmans. C'est un fait. On estime à plus de 100 millions d'Africains mis en esclavage par les arabo-musulmans sur plus de 1000 ans, euh, et dont l'immense majorité ont été castrés et à la fin sont morts. Donc avec une brutalité terrible. Donc voilà, mais c'est le passé, hein. Moi c'est juste une référence historique. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'avenir et d'éviter cela. Donc là aussi, on doit travailler. Et puis, s'il faudra prendre l'armée des ombres, ben ça aussi, ça se prépare aujourd'hui. Et crois-moi, il y a beaucoup de gens qui s'y préparent. Voilà, question suivante. J'ai des questions peut-être plus légères qui arrivent. Après toutes ces années d'échanges, de rencontres, de lectures, est-ce que votre vision des choses a-t-elle évolué? Si oui, quelle critique de votre livre Survivre l'effondrement économique feriez-vous? Et si vous deviez réécrire ce livre aujourd'hui, quelles modifications apporteriez-vous? Chapitre, nouvelle idée, nouvelle vision, nouvelle conclusion. Euh, Bref, votre vision a-t-elle évolué et pourquoi? Alors, j'aurais pas beaucoup à rajouter parce que j'ai déjà rajouté pas mal de choses en coécrivant Rue Barbare avec Vol Ouest et Femmes au bord de la crise. Et j'ai encore des choses à dire qui viendront dans un livre prochainement, je pense, qui sont soit des compléments, soit qui vont un petit peu plus loin dans certains éléments, ou soit qui amènent des choses que matériellement il n'y avait pas la place d'écrire dans un livre déjà de 420 pages. Après, la critique que je pourrais faire, c'est toujours la grande question. Est-ce qu'il fallait en dire plus ou est-ce qu'il fallait en dire moins? En tout cas, le livre a eu beaucoup de succès, il continue à avoir beaucoup de succès, donc probablement j'avais touché juste. Il y a une bonne dose de faits, de données, une bonne dose de marketing, enfin, d'une approche de style qui le rend facile à lire. Vous savez, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent j'ai lu votre livre, c'est le seul livre que j'ai lu en 20 ans. Et c'est souvent des jeunes qui me disent ça, donc d'un côté, ça fait peur, et d'un autre côté, ça me flatte, et puis j'espère que c'est pas le dernier qu'ils vont lire plein d'autres.
Raison pour laquelle je fais ces vidéos de lecture régulièrement, parce que j'ai envie d'encourager les gens à lire et d'avoir un sens critique. Après, les critiques, oui, je pense que à l'avenir, je mettrais, au lieu de dire aux gens démerdez-vous avec la bibliographie, je mettrais des notes de bas de page, chose que j'ai faite, évidemment, que l'on a faite avec Voloès dans Rue Barbare, et puis que je continuerai à faire dans mes autres livres. Euh, Peut-être. Oui, non, je le relis régulièrement pour. D'ailleurs, il me sert aussi comme référence parce que j'ai pas une mémoire d'éléphant, donc il y a énormément de choses que j'ai écrites dans ces livres que j'ai oubliées et que parfois je retourne, notamment dans Rue Barbare, je me dis, mais en fait, on avait dit quoi? Ou quand je regarde mes listes de préparation, je me dis, mais j'avais pas. Il me manque quoi déjà pour faire un kit de premier secours? Ah ouais, je reprends mes trucs, hein, je suis pas. Moi, une fois que j'ai écrit quelque chose, ça me libère l'esprit pour accumuler d'autres informations ou d'apprendre de nouvelles choses. Voilà. Donc, oui, à apprendre. Qu'est-ce que je pourrais rajouter dans Survivre à l'effondrement économique? Ah oui, bien sûr, il y a les mises à jour. En 4 ans, il s'est passé des choses. J'ai été surpris par en fait que la crise économique commence avant la crise des matières premières, et donc les matières premières ont baissé de prix, alors que je pensais que les prix allaient continuer à augmenter, et donc qui allait provoquer la crise, alors qu'en fait, je suis pas certain que ce soit comme ça que ça s'est passé, ou que ça se passe. Donc ça, c'est intéressant, mais enfin, c'était une hypothèse de toute façon. Le pétrole, par exemple, a des prix relativement bas aujourd'hui. C'est parce qu'on en consomme moins, il y a moins de demandes. Mais enfin, c'est des pourcentages, c'est quelques pourcentages, c'est pas 10% de demande en moins. Donc on se rend compte que peut-être le prix du pétrole était beaucoup plus élastique que je ne le pensais, et que peut-être il y a une manipulation. Mais certainement, là aujourd'hui, tous les, tous les outils qui pouvaient être utilisés pour essayer de lancer l'économie, injection d'argent fictif, création de dettes, euh, prix des matières premières qui sont au plancher, etc., tout a été fait et ça redémarre pas du tout. Donc, taux d'intérêt bas, etc. Donc, c'est fini. Là, c'est fini et c'est une question de semaines, de mois pour que vraiment la situation empire de manière spectaculaire. Et moi, je pense que quand une situation est risquée et que vous avez de tels incompétents aux commandes, forcément, il y en a un qui va faire une connerie et ça va arriver assez vite. Donc voilà, il faut se préparer. Euh, Quelle personne avez-vous l'habitude de suivre? Jancovici, Drac, par exemple, etc. Et pourquoi? Quelle source d'information privilégiez-vous? Alors, j'aime bien commencer ma journée en regardant deux, trois sites internet qui agrègent des informations. J'aime bien voir ce que pensent les Russes avec RT, j'aime bien voir ce que pensent les Américains avec CNN, Communist Network, News Network. J'aime bien, je ne m'intéresse pas aux médias français, très peu. Je suis quelques personnes, oui, Pierre Jovanovic, souvent le lundi, je regarde sa revue de presse, c'est toujours intéressant. Moins maintenant, parce qu'une fois qu'on a assimilé, je peux vous dire les news avant qu'elles arrivent. C'est pas que je suis devin, hein, c'est pas que je suis quelqu'un qui vient de l'avenir, mais simplement au bout d'un moment, on a une telle connaissance de ce qui se passe qu'on le sait à l'avance. Donc j'ai lis de moins en moins, mais c'est toujours intéressant. Oui, Jean Covici est quelqu'un que j'écoute et que je lis. Je suis en train de lire son dernier livre parce que c'est quelqu'un qui maîtrise bien le sujet des énergies. Mais il y en a plein d'autres aux États-Unis, Heinberg, Martenson, il y en a plein que Kunstler pour des aspects un peu plus philosophiques, bien sûr Drac. J'aime bien toujours regarder le site d'égalité et réconfirmation, égalité et réconciliation en France parce que c'est un site qui filtre pas mal de bonnes infos que j'écoute avec un œil critique, avec un regard critique, hein, enfin que je regarde avec un écart critique et j'écoute d'une oreille attentive. Mais, euh, mais voilà, ce sont des gens que j'écoute, donc forcément Alain Soral, qui est toujours assez sulfureux dans les grands médias, mais je m'en fous, c'est quelqu'un que je respecte et qui est toujours pertinent et intéressant avec son style. J'aime bien, quand il se passe des choses au Moyen-Orient, j'aime bien voir ce qu'en dit Israël, donc j'aime bien aller sur les sites du Jerusalem Post de Haaretz ou de gens comme ça, parce qu'ils ont une liberté de ton et de parole qui est sans commune comparaison avec ce qu'on peut trouver en Europe, par exemple. Plus rarement, je vais sur des sites italiens, allemands,
En BBC, c'est complètement nul, mais c'est parfois intéressant de voir ce que dit la propagande de l'Empire. Et quand je veux savoir quelle est la propagande de l'Empire, eh ben, je regarde The Economist, qui est devenu ce fut un magazine de libéral au sens libertarien du terme économique, et non aligné, et c'est devenu un truc pro-américain horrible depuis une dizaine d'années. Et d'ailleurs, je me suis désabonné. Voilà, ensuite, oui, il y a plein d'autres gens que j'écoute. J'aime bien pour les approches philosophiques et sociétales écouter un Stéphane Molyneux aux États-Unis, enfin il est au Canada. Euh, J'écoute quelques rares, mais rarement, j'ai peu de temps en fait. Mais j'écoute parfois les sorties de quelques survivalistes, comme par exemple Vol Ouest ou Vic Survivaliste au Québec, parce que c'est aussi des amis et que je suis curieux d'écouter ce qu'ils racontent. J'ai déjà donc mentionné Michel Drac, qui est juste brillant. J'aime beaucoup écouter Méridien Zéro, qui est une radio sur Internet vraiment très très intéressante, euh, qui est à la fois très éclectique dans ses sujets et vraiment très intéressante. L'ennemi, bof, les États, la gauche, j'écoute pas parce que je sais ce qu'ils pensent et puis c'est tellement minable. Alors je veux pas les mettre dans la même catégorie, mais ensuite c'est parfois intéressant de lire ou d'écouter des Michel Onfray en France ou des gens comme ça, mais euh, les intellectuels français, à part ceux que j'ai cités tout à l'heure, comme Drac et d'autres, c'est tellement faible par rapport au monde anglo-saxon aujourd'hui que. Et puis moi, je suis très familier avec l'anglo-saxon, donc un Peter Dale Scott, qui est canadien, je crois, ou un. Ouais, j'aime bien écouter les informations de Gerald Celente et de son équipe. C'est des gens assez fins. Euh, voilà, après, on n'a que 24 heures dans la journée, il faut bosser, il y a les gosses, etc. Donc, j'ai pas le temps forcément d'écouter tout et de tout lire. Mais enfin, voilà, ce sont un petit peu mes sources. Et, euh, et voilà. Passons à deux, trois questions plus légères. Tu avais dit avoir bossé sur des films dont Mad Max, etc. Oui. Alors en fait, voilà. Je m'étais dit, et si je faisais un petit truc sympa, genre je prends la plupart des films qui sont survivalistes ou apocalyptiques et j'en fais une sorte de revue parce que j'aime bien le cinéma et je suis un homme de mon époque et, euh, et que j'explique un petit peu ce qui est absurde ou pas dans tel ou tel film par rapport à la survie. J'avais commencé à faire ça, et puis c'est il y a une année, je me suis fait piquer mon laptop, mon ordinateur, dans lequel j'avais un truc que j'essayais de commencer avec Frédéric Delavier, qui est aussi quelqu'un de très intéressant que j'aime bien. Et j'ai oublié de dire aussi Kémy Seba pour ce qui se passe en Afrique, une source d'information très très bien. Kémy Seba que je respecte beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer physiquement cette année à Dakar et à Londres, et vraiment une personne qui a vraiment mon respect et mon estime. Kémy, si tu nous regardes. Et voilà, Aldostérone aussi, quelqu'un pareil, quelqu'un que j'estime beaucoup, d'une grande gentillesse et en plus d'une grande intelligence. Euh, voilà, donc oui, 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 je voulais faire un petit topo très court, un peu ludique, etc. Mais comme on m'a piqué mon ordinateur, j'ai perdu tout ce que j'avais fait et c'était juste un truc que je venais de commencer. Et en fait, je déteste recommencer les choses, donc je me dis, au fond, je m'en fous. Et puis, au fait, avoir quelque chose de léger, j'y pense, hein, parfois j'ai pensé, je me suis dit, est-ce que j'écrirai un texte pour un stand-up comédie? Pas moi, mais pour qu'un comédien fasse une sorte de pièce en jouant le survivaliste, etc. Tout ça pour essayer de passer l'info d'autres manières. J'ai pensé à des bandes dessinées, j'ai pensé à plein de choses. Avec des scénaristes, on a réfléchi à deux, trois choses. Mais euh, je ne sais pas si on a le temps de prendre ces sujets vraiment à la légère. Moi, j'essaye d'en parler parfois avec humour, parfois avec légèreté, mais c'est quand même des sujets qui sont hyper violents parce que c'est la mort de la plupart des gens qu'on connaît, hein, qui arrivera dans les 10-15 prochaines années, et même, à mon avis, avant. Donc, ouais, donc je sais pas si je vais avoir le temps de faire ce projet. J'ai vraiment d'autres choses super importantes avant. Alors, bonjour Jacques Grimaud. Que penses-tu enfin, je fais court. Que penses-tu de Jacques Grimaud? Donc c'est lui qui a écrit ou fait ce documentaire La révélation des pyramides et Gizeh. Alors moi je ne le connais pas personnellement, j'ai regardé ce reportage il y a quelques temps, mais en fait je connaissais ses théories bien avant, puisque déjà dans les années 90, j'avais lu au tout début lorsqu'il était sorti le premier bouquin de Graham Hancock, qui est aussi quelqu'un que j'espère réserver une surprise avec lui bientôt. Et, euh, et donc
qui parlait je crois qu'il parlait du mystère d'Orion, c'est-à-dire comment ça se fait que les pyramides de Gizeh sont à la fois extrêmement avancées technologiquement, c'est-à-dire que en gros, dans l'Égypte ancienne, plus on avance dans le temps, plus les pyramides sont de moins bonne fabrication. Et donc en fait, ça voudrait dire qu'elles sont issues d'une civilisation qui est en train qui s'effondre, ou qui sont les vestiges d'une civilisation brillante, et j'y crois, je pense que les constructeurs des pyramides sont les vestiges d'une civilisation, on peut l'appeler Atlantide, hein, on peut l'appeler comme on veut, euh, qui, et en fait ce sont les survivants de cette civilisation, et aujourd'hui on pense qu'on comprend, hein, je vous parle d'archéologues hein, sérieux, qui commencent à comprendre qu'il s'est passé quelque chose il y a 12 500 ans, euh, il y a une période qui s'appelle Young Trias en anglais, où on pense, on est même certain maintenant qu'une comète a accéléré de manière massive la fonte des glaces dans le Labrador, et la chute de cette comète a provoqué probablement la montée des eaux de la mer de plusieurs dizaines de mètres en quelques jours, et probablement d'une centaine de mètres en quelques années. Donc une catastrophe pour une civilisation insulaire ou marine, et peut-être qui avait déjà développé des technologies ou des sciences de la construction assez élevées. Après, je ne veux pas aller plus loin parce que j'aime bien parler de faits, et cette hypothèse-là me semble corroborée et me semble probable, et que probablement ces survivants ont fabriqué ces pyramides. Et Graham Hancock théorisait déjà dans les années 90 que la disposition spatiale vue de haut de ces pyramides euh, euh, représentait la constellation d'Orion à l'époque de la catastrophe. Donc c'était une sorte d'avertissement, une sorte de témoignage. Et il avait toute une hypothèse, donc c'était pas, il prétend pas que c'est vrai, et moi non plus. Mais simplement, c'est une hypothèse qui me paraît très intéressante et clairement à suivre. On sait à peu près l'âge du Sphinx, qui est beaucoup plus ancien que ce que disent les égyptologues classiques, qui eux aussi sont dans une sorte de déni, et ça c'est vrai que donc Jacques Grimaud, dans ce révélation des pyramides, montre le côté obtus de beaucoup d'égyptologues. Ce qui est normal, c'est que chaque science, euh, vous savez, la science, elle avance un mort à la fois. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui est tenant d'une vieille théorie meurt, les jeunes arrivent avec des nouvelles théories et font avancer la science. Malheureusement, c'est comme ça, parce que l'être humain, il est trop religieux. Nous sommes encore avec un trop petit cerveau, incapable d'utiliser le rationnel et d'être ouvert. Nous nous renfermons, nous avons aussi la mangeoire à entretenir. Et donc, voilà. Donc oui, tout ça c'est intéressant. Et pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est une question qui m'intéresse, c'est parce que ça parle de survie de civilisation et donc d'effondrement de civilisation avant. Et pourquoi je n'étudierais pas non plus finalement l'effondrement, en tout cas d'un point de vue intellectuel c'est intéressant, après d'un point de vue pratique ça m'avance à rien. Mais je pense que c'est intéressant d'imaginer que voilà, 12 000 ans après l'effondrement de l'Atlantide, seulement on commence à un petit peu prendre au sérieux cette civilisation disparue, alors que de l'époque des Grecs, évidemment c'était plus proche, c'était clair que Platon en parlait. Il avait étudié en Égypte, justement, probablement avec des prêtres issus d'une lignée qui venait de cette civilisation-là. Qui étaient ces gens? Je ne sais pas. Est-ce que c'était des, est-ce que c'était aux Açores? Est-ce que c'était impossible à dire, mais ça je ne sais pas. Mais c'est fascinant. Donc oui, Jacques Grimaud, c'est intéressant. J'avoue que les conférences qu'il fait, elles pourraient être réduites fois 10. C'est sûr que j'en ai écouté une après 2 heures, je dis mais la couche quoi. Bref, il faut aller plus vite quoi. Mais je comprends aussi parfois, dit le mec qui fait 2 heures de questions-réponses. Enfin bref, mais parfois il faut savoir aussi expliquer des bases physiques, et parce que les gens sont ignorants, comme l'école républicaine c'est de la merde et qu'on n'apprend plus rien, ben forcément, moi le nombre de gens qui sont adultes, qui connaissent pas les vecteurs, qui connaissent pas la notion de moyenne, qui connaissent pas la notion de distribution de Gauss, donc cloche, Pareto, on vit dans un monde d'ignorants, quoi. Et c'est hallucinant. On était beaucoup mieux éduqués il y a un siècle. C'est incroyable. Euh, Pas mal de questions sur l'handicap. J'essaye de vous préparer quelque chose de plus spécifique là-dessus, donc je ne vais pas en parler maintenant, parce que c'est un sujet important. Il y a parmi mes lecteurs et lectrices pas mal de gens qui ont des handicaps divers. Moi, je ne suis pas spécialiste. J'ai fait un peu de formation de ski handicap pour du paraski, donc ski en chaise roulante.
Euh, je ne suis pas un expert, donc j'ai trouvé quelques experts et je suis en train de travailler un petit peu sur deux, trois idées pour partager avec vous quels sont les meilleurs moyens de se préparer avec un tel ou tel handicap. C'est évidemment pas facile, il faut travailler plus dur. Mais c'est aussi beaucoup de mental. C'est aussi de savoir que c'est possible. Donc, c'est quand même mon côté. Des fois, je suis faible, je suis humaniste. Des fois, j'ai envie de dire non, c'est un handicap. Ben, pourtant, non, on va aider quand même les gens malgré leur handicap. D'abord parce que ça peut tous nous arriver. Et puis, parce qu'à la fin, on aide quand même les gens. Ah, je suis faible. Je déteste ça. Si tu ne devais garder qu'un seul livre dans ta bibliothèque, lequel serait-il? J'en ai aucune idée. Euh, je pense que ce serait un livre de philosophie et je pense que ce serait un livre d'Aristote. Malheureusement, les livres d'Aristote ils sont petits, alors je voudrais la collection complète d'Aristote dans un seul volume, ou alors un guide de philosophie, parce que ce serait au moins quelque chose qu'on peut sauver. Mais c'est bien pour ça qu'on se bat et qu'on travaille dur, pour sauver bien plus qu'un seul livre. Alors, j'ai écrit un roman, j'ai écrit plein de romans que j'ai jamais publiés. On verra si un jour j'aurai le temps de publier. Dans un des romans, il y a l'histoire d'un survivant et il a survécu 20 ans avec un seul livre, et c'était le petit livre rouge de Mao. Et donc, finalement, il ne parle quasiment plus que avec des citations de Mao. C'est une histoire assez rigolote, mais bon. Ce ne sera pas mon choix non plus, le livre rouge de Mao, mais il est marrant. Ouais, c'est un bon livre, c'est un bon livre. Ok, autre question. Euh, L'empire judéo-chrétien, comme tous les empires dans l'histoire, disparaîtra, ou du moins nanana, de la manière dont nous le connaissons. Quelle civilisation sera à la base de l'empire de demain? Alors, judéo-chrétien, ça n'existe pas. Vous avez judéo, qui est une façon de voir le monde, et vous avez chrétien, qui est une autre façon de voir le monde. À mon avis, totalement opposé. Même le dieu juif, c'est un dieu tribal, c'est un dieu méchant, génocidaire, en tout cas méchant avec les non-juifs. C'est un dieu Moloch, quoi. Enfin, je m'en fous, je juge pas, hein, mais je veux dire, lisez la Bible, quoi. Enfin, lisez la Torah. Vous avez un dieu qui tue tout le monde, c'est une saloperie, quoi. C'est un gamin malfaisant. C'est d'ailleurs le dernier film de Exodus, là, de Ridley Scott, c'est un film hautement anti-juif, enfin, en tout cas anti-judaïque, dans le sens religieux. Moi, je savais, j'ai rien contre les juifs, je m'en fous. Tant qu'ils me font pas chier, je les fais pas chier, puis j'en ai dans ma famille, puis ça va très bien. Mais d'un point de vue théologique, c'est juste horrible. Enfin, horrible. Si vous êtes juif, c'est cool, parce que vous avez un Dieu qui vous protège. Enfin, si vous croyez à ce genre de sornette. Mais si vous n'êtes pas juif, c'est votre ennemi juré. Enfin, ils ont un Dieu qui vous haït, qui vous déteste, il veut vous mettre en esclavage, il veut piquer vos femmes, il veut les mettre. Enfin, c'est horrible. Le Dieu chrétien, bon, je sais qu'en théorie c'est le même, mais là aussi je me demande s'il n'y a pas eu une entourloupe dans qui a écrit l'histoire. Le Dieu chrétien, la civilisation chrétienne, amour, machin, tout ça, puis en même temps, inquisition, bon. Mais fondamentalement, c'est censé être un Dieu gentil, d'amour, miséricordieux. D'ailleurs, c'est la même chose. L'islam, le Dieu Allah, tel qu'il est décrit dans le Coran, c'est censé être le Tout-Puissant, miséricordieux. C'est un Dieu d'amour, le Dieu Allah. Ensuite, ce que font les gens quand ils appliquent ces règles, ça, voilà. Après, l'érudit musulman va vous dire, ah oui, mais c'est parce que c'est mal appliqué, c'est mal compris, parce qu'en réalité, il y a extrêmement de bémol à l'application des règles, même des plus dures. Et moi, souvent, je dis, mais le côté dur, ça ne me dérange pas, hein. Moi, je veux pas d'une religion de paix. Moi, personnellement, je veux aucune religion. Mais à la limite, j'aime bien le Dieu juif. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est que moi, si je dois choisir un Dieu, je veux un Dieu qui me protège et qui tue tous mes ennemis. Pourquoi un Dieu universel qui est gentil avec tout le monde? C'est quoi cette arnaque? Je veux dire, moi, j'aime pas tout le monde. Je veux dire, les autres là-bas, et puis ils sont différents de moi. Puis, c'est quoi ces idées des lumières, machin Moi, quand je pense lumière, je pense Lucifer, je pense Prométhée, et puis c'est la merde. C'est un truc qui finit toujours très très mal. Encore une fois, Goulag, Auschwitz, bain de sang. Mais bon, c'est moi. J'ai une façon de voir les choses assez élaborée, on va dire ça comme ça. Vous pouvez aussi dire stupide, comme vous voulez, je m'en fous. Mais voilà. Donc, ce truc qu'on appelle judéo-chrétien, qui à mon avis n'est pas du tout judéo-chrétien, et en fait surtout qui est surtout pas du tout chrétien du tout, il est en train de s'effondrer. Bon,
qui va le remplacer. En tout cas, certainement, ce sera probablement beaucoup de barbarie et de chaos, donc un maelstrom chaotique de guerre et d'horreur. Et peut-être pas partout dans le monde, encore une fois, et peut-être ce sera quelque chose de plus oriental, peut-être ce sera le tour de la Chine de revenir très fort, je ne sais pas si ils vont s'en sortir, parce qu'en plus, eux, c'est pas des expansifs, donc ils sont pas là pour conquérir le monde. Donc ils n'ont pas ce côté messianique, qui est un truc du désert, quoi. Juifs, chrétiens, musulmans, quoi. C'est un petit coin dans le monde qui a eu un peu de chance historique de se développer pour certains, etc. Alors là, moi, je peux vous dire un truc, dans 5000 ans, il y a toujours des juifs. Euh, parce que quiconque va encore essayer, encore et encore, de les exterminer, il va toujours en laisser deux ou trois qui vont se reproduire, qui recommencent. Et de toute façon, ils ont un logiciel qui est admirable. Moi, j'ai beaucoup d'estime, hein, parce qu'ils ont cette capacité à survivre culturellement à travers les siècles, sans se remettre en cause beaucoup, sans toujours c'est la faute des autres, et ça, c'est génial. Enfin, c'est un truc génial. Après, c'est une religion qui a que 2500 ans, c'est un paix dans l'histoire du temps, même de l'histoire humaine. C'est comme l'islam, 1000 ans, 1500 ans, c'est moins de 1% de l'histoire humaine. Là. Donc le judaïsme, c'est quoi? 1% et demi, 2%, le christianisme c'est 1% de l'histoire humaine. On a 200 000 ans d'histoire, bon, euh, dans 10 000 ans, tous ces trucs-là n'existeront plus. Mais peut-être que le judaïsme, dans 5 000 ans, c'est possible. Mais ce sera tellement loin déjà que c'est difficile de savoir. Il faudrait écrire des livres de science-fiction, mais je pense que ça va pas tenir. C'est- dans toutes ces religions monothéistes, il y a beaucoup trop de contradictions internes, elles sont trop imparfaites. Si Dieu existait, si c'était vraiment un être, et d'ailleurs la charge de la preuve que Dieu existe, elle est à la charge du croyant, hein. Mais en gros, si Dieu existe tel que l'expriment les croyants, euh, soit il est très con et très imparfait parce que qu'est-ce qu'il en a à foutre de nous donner des messages par des messagers de manière très sibylline, très compliquée. Je veux dire, s'il est tout puissant, il vient et il dit voilà, c'est comme ça, point. Et il le fait de manière visible, que tout le monde voit. Il dit pas ah oui, toi Moïse, je vais te donner un truc, mais en fait, le pharaon, il va pas prendre un mec dans le désert en disant sur 23 ans, je te donne un message qu'il faut mémoriser par cœur, etc. Putain, les mecs, et t'achètes ma potion et tes cheveux vont repousser. Je veux dire, faut arrêter d'être des gogos, quoi. Mais la plupart des gens sont des gogos. Et parce que la plupart des gens, ils sont cons. Et parce que l'être humain, il n'est pas encore assez évolué. Donc, dans 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 ans, si on est encore vivant, si on n'a pas trop de radiations nucléaires qui nous ont tués, je suis confiant dans la race humaine. Je pense qu'on va évoluer sur autre chose. Peut-être qu'on aura une plus grande tête. Et puis, on va communiquer avec d'autres dimensions. Moi, je pense qu'il y a d'autres êtres vivants dans d'autres dimensions. J'ai de la littérature qui tend à montrer scientifique, hein, pas du. C'est qu'il y a de quoi penser qu'il y a d'autres êtres vivants, il y a de la vie qui est complètement différente que ce qu'on peut imaginer. Encore une fois, c'est comme la fourmi par rapport à l'être humain. Comment elle peut s'imaginer un être humain? Ben, nous, on a de la peine à s'imaginer ces êtres dans d'autres dimensions. Et c'est peut-être ça qu'on interprète comme étant des divinités bénéfiques, maléfiques, etc., selon notre vocabulaire, selon notre grille de lecture. Donc, mais à mon avis, il y a d'autres choses. Et cette autre chose, on va le découvrir avec la science et peut-être en évoluant et en développant les organes, les sens qui sont capables d'aller vers de permettre cette communication. Mais là, on est loin, loin, loin. Là, on est dans des trucs de fin de soirée euh, heavy, comme on dit en anglais. Euh, En parlant de ça, comment lutter contre la schizophrénie? Je suis actuellement commercial, qui a un but d'augmenter la croissance de la boîte qui m'embauche, tout en sachant que je vends de la merde trop chère. Est-ce que je suis malhonnête? Et ne me dis pas change de boulot. Change de boulot. Parce que ben moi c'était un peu ça. Moi aussi je devais développer les marchés internationaux, notamment les pays émergents, et en même temps en voyant un monde qui se prépare à s'effondrer. Donc à un moment, si tu es cynique, tu dis je vais essayer de traire la vache le plus longtemps possible pour accumuler de la thune, pour financer mes préparatifs d'autonomie, c'est ce qu'on doit faire, on doit jouer avec le système pour l'utiliser au maximum. Prenez toutes les allocations, alors que c'est un truc immonde, les allocations, les-
C'est de la violence pure. L'État qui prend, qui vole l'argent aux gens pour le redistribuer aux autres. Enfin, je veux dire, c'est totalement immoral. Utilisez ce truc tant que vous pouvez pas le changer. Donc utilisez cet argent, déclarez de moins en moins d'argent, gagnez de moins en moins d'argent, devenez de plus en plus progressivement autonome et quittez ce putain de système. Et en attendant, bah, si vous avez un bon job rémunérateur, bah, profitez-en quoi. Il y a plus de morale. De toute façon, la plupart des gens vont mourir. Donc, en fait, il faut qu'on devienne tous avec un dieu un peu Moloch finalement. C'est pas mal. Quand on dit finalement les autres, je m'en fous parce qu'ils vont mourir. C'est un peu ce côté, genre les autres, finalement, comme ils vont mourir, ils sont pas élus. À réfléchir. Peut-être qu'on va finalement quand même monter une religion, une secte. Un truc bien. Je vais réfléchir. Il y a peut-être de la thune à faire. Non, je déconne. Mais non, mais je vous conseille de faire ce qui vous rend heureux et ce qui vous permet de prévoir l'avenir. C'est tout. Soyez responsable. C'est complètement difficile de choses. Même question, est-ce que j'ai encore le temps de faire 2 ans à l'armée? C'est une bonne formation, tu as accès à des armes, le jour où c'est le bordel, tu flingues ton officier, tu prends le matos, le camion, tu remplis d'armes et de munitions, et avec tes potes, tu tires sur ta base octogénaire. Évidemment, il ne faut pas le faire trop tôt. Il ne faut pas le faire trop tard. Mais enfin, voilà une des opportunités qu'on a lorsqu'on est dans l'armée. Ça, c'est. Mais je vous encourage pas à briser la loi. Vous faites ça que le jour où il n'y a plus de loi. Bref, qu'est-ce que je pourrais encore vous raconter? J'ai encore pas mal de questions, mon Dieu, j'ai encore 7 pages de questions. Euh, on va faire ça dans une autre série. À tout de suite.